Je plains tous ceux qui ont fait des pronostics hier sur le tournoi de Dubaï. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débrief des premiers tours de nos 3 tournois, nos 2500 à Acapulco et à Dubaï, et Santiago au Chili. Dubaï, je sais pas ce qui s'est passé. La Terre, elle tourne peut-être plus vite là-bas, je sais pas, et ça donne le vertige aux joueurs. Très surprenant. Avec des conditions de jeu qui ne sont pas évidentes, des conditions venteuses, des conditions pas faciles. On va fonctionner aujourd'hui un petit peu différemment. Je vais pas faire des analyses de tous les matchs. Je vais fonctionner un petit peu comme dans l'émission Sans filet. Je vais faire des tops et des flops en m'arrêtant sur certains matchs en particulier. On explorera un petit peu les statistiques pour appuyer le propos. On va commencer par Dubaï. Le premier top du jour, il s'appelle Hugo Humbert, qui a surclassé, et quand je dis surclassé, c'est qu'il a rendu les HK top 50, top 100. Hugo, il a fait un match dans l'intensité. Je pensais pas que de passer à l'indoor dans les conditions un peu venteuses de Dubaï, qu'il allait être aussi fort. Franchement, hier, il a joué un tennis service monstrueux. Le niveau de contre était incroyable. Et puis, il lâchait ses coups. Quand il joue comme ça, il est imprenable, en fait. Parce que c'est un métronome. Et c'est un métronome qui est puissant, avec ses grosses balles à plat, là. Et en fait, à chaque fois que ça sort de la raquette, c'est long, dans le terrain, et imprenable. Et à un moment donné, les HK, ils faisaient comme ça, ils regardaient son clan, et ils disaient, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc Hugo Humbert, extraordinaire, un top magnifique, parce que franchement, incroyable. Quand il joue comme ça, il est tellement top 10 sans forcer. Trop top pour moi, c'est Berrettini à Dubaï, parce que c'est vrai qu'il devait gagner ce match contre Gaël, mais en ce moment, quand on voit le niveau de jeu de Gaël Monfils, quand on a vu ce dont il était capable en Australie, il break dans le premier set, il se fait débreaker, il rebreak derrière, et il gagne le deuxième. Solidité mentale, dans les moments importants, il est là. Et il fallait le battre, Gaël, parce qu'il fait un bon match. Surtout la statistique importante à regarder, c'est le service de Berrettini, quoi. 9 aces, 90% derrière la première, c'est complètement dingue. 75% de points gagnés au service. Donc non, c'était un Berrettini surtout extrêmement solide. Gaël qui a fait son match, mais 25 points gagnés au retour, c'est très peu. Finalement, 7-5-6-4, un match serré, mais Berrettini trop solide sur ce match. Voilà, en tout cas, très belle victoire de Berrettini qui confirme sa forme du moment. Donc je le mets en top parce que après sa défaite contre Draper, j'ai eu moi un petit peu peur que physiquement on reparte vers un cycle descendant où les matchs qui allaient suivre allaient être des matchs difficiles, longs, etc. Là, il s'est imposé en patron. Ça veut dire que physiquement, il récupère très vite. Et comme je vous l'ai dit après le match contre Djokovic, il peut faire une très bonne saison cette année. Il remporte de plus en plus de matchs. Et mon fils, il fallait le battre parce qu'on ne sait pas trop sur quel mon fils on va tomber. Donc très bien de la part de Matteo Berrettini qui est un top. Gros top pour un autre Français qui s'appelle Quentin Alice qui a battu le tenant du titre de Doha la semaine dernière, Andriy Roublev, dans un match où Roublev n'a pas montré tant de signes de fatigue que ça. Mais on avait vu quand même que le niveau de jeu de Quentin Alice était drôlement élevé face à Félix Auger-Aliassime. Et aller gagner comme ça au tie-break, en fait, il a visé Roublev de la semaine dernière, où il gagnait les matchs en 3-7. Et ben là, c'est Quentin Alice qui a gagné ce match en 3-7, au caractère, une qualité de première balle monstrueuse, un coup droit dévastateur, et il a réussi à tenir l'échange dans la cadence. Est-ce que ça tirait un peu... Bon... Oui, très certainement physiquement ça tirait, mais moi j'ai pas vu un Roublev non plus extrêmement diminué. Moi j'ai vu un Quentin Alice déterminé à se taper un top 10. Et là, il l'a tapé, oui à 3-7, oui Roublev il a joué des matchs à rallonge la semaine dernière, il a dû enchaîner, mais il fallait quand même le sortir. Et donc au niveau des statistiques, c'est 18 aces et 10 balles de break sauvées sur 12, donc extrêmement vigilant dans les moments importants, il a servi l'acier. Et dans les stats, il fait jeu égal avec Roublev. Donc voilà, 3-6, 6-4, 7-6, c'est du très solide. Quentin Alice, bravo, il nous a régalé parce que franchement, il fallait le sortir, Roublev. Il fallait le sortir, il n'était pas venu pour enfiler des perles, notre cher ami russe. Contre Félix Auger-Aliassime, on avait vu que ça s'était joué à rien du tout. Peut-être un match référence pour Alice qui, à partir d'aujourd'hui,
peut aller faire des résultats un petit peu partout cette année. À suivre notre cher Quentin Alice, je suis bien curieux de voir qui va le taper. Et notre dernier top de Dubaï s'appelle Griekspoor. Alors on me dire pourquoi tu mets pas Medvedev. Medvedev, j'avais pas trop de soucis à me faire face à Struff, qui allait se remettre voilà, du fait qu'il était malade. Une belle victoire de Medvedev, même si on savait pas trop sur quel pied danser. Non, Griekspoor, parce qu'il a un match très compliqué dans des conditions difficiles, où on sent que Griekspoor, dans le premier set, il en a un peu marre, dans le deuxième, il se fait breaker contre Safiullin, il est mené un set un break, mais il va chercher encore. On sait que Safiullin, c'est loin d'être un monstre mental, et il va chercher un match en 3-7, le tie-break, il va chercher les 2 derniers tie-break. Et alors ça, pour moi, c'est des performances qu'il faut aller chercher. Un Safiullin, parce qu'il servait le feu, Safiullin. Hein. Mais le problème, c'est que de temps en temps, ça disjoncte un petit peu, et puis il y a des fautes qui partent un petit peu partout, que je mets évidemment dans nos fameuses têtes brûlées. Victoire de notre ami Griekspoor qui allait chercher ça au caractère, qui allait chercher ça au mental et au physique, parce qu'on voyait qu'il était un peu fatigué. Et alors ça, c'est une sacrée mise en jambe, parce qu'après derrière, il va jouer Hugo Humbert. Vu son niveau de jeu, je pense pas que Griekspoor va faire long feu. Mais en tout cas, je tenais à féliciter Griekspoor pour sa progression mentale. Je tiens à féliciter Griekspoor pour cette progression. Il y a 1 ou 2 ans en arrière, peut-être pas 2024, mais disons 2023, c'est un match qu'il aurait laissé et il aurait fait allez, je vais juste servir des premières et voir comment ça se passe. Là, il est allé chercher ce match. Il s'encourageait, même s'il en avait marre, hein, c'est un break mené, il est allé le chercher. Et pour moi, ça, c'est des super victoires. Et j'en avais déjà parlé aussi de Griekspoor dans mes anciennes vidéos, en disant qu'il progressait mentalement, qu'il continuait à aller chercher les matchs. Et donc, pour ça, c'est un top mental et tennistique, parce qu'il fallait aller chercher Safiullin qui sortait des qualifs et qui était tout à fait en confiance. Du côté d'Acapulco, effectivement, je mettrais un top pour Alexander Zverev, parce que je ne pensais pas du tout qu'il allait taper Arnaldi, je vous le dis sincèrement, et c'était chaud, encore une fois, 3-7. Au niveau des statistiques, ce qui est intéressant à regarder, c'est que elles sont assez similaires au niveau du service, du nombre d'aces et du nombre de points gagnés à la première balle. C'est relativement pareil pour la seconde. Mais là où ça change tout, c'est que 3 sur 3 dans les breaks sauvés pour Zverev, et il en convertit 2 sur les 4 sur le service d'Arnaldi, donc c'est ça qui fait de lui un grand joueur. Donc 6-7, 6-3, 6-4, très beau match. Après, ces 2 tournois plus que moyens sur terre battue, revient sur le dur, et se tape Arnaldi, qui était pas facile à battre, pas facile à aller chercher. Et donc, je suis content que Zverev se redonne de la confiance, parce que je vous le dis objectivement, alors j'avais parié, pour vous dire, j'ai parié sur le site d'Arnaldi, qui est passé, parce qu'il a gagné le premier set au tie-break, mais après, il est allé chercher ce match au caractère quand même, et ça fait plaisir. Voilà, ça c'est des matchs qui font plaisir pour le numéro 2 mondial. Ça fait plaisir. Ça, c'est des matchs qu'il faut retourner chercher. C'est des matchs qu'il faut aller prendre au mental, sur dur, qui n'est pas sa surface. Et donc il a très bien servi. Il a servi vraiment le feu, Zverev, donc bravo. Et aller chercher Arnaldi comme ça sur dur, c'est digne d'un numéro 2 mondial. Voilà ce qu'on veut de toi, Alexander. Voilà, c'est ça qu'on veut de toi. Donc, je suis super content pour lui, parce qu'on a été dur à juste titre avec lui, et il remet le couvert, et il va chercher Arnaldi sur dur. Bravo Alexander Zverev, qui nous fait plaisir quand il joue comme ça. Effectivement, il y a ses cadences de fond de cours, mais il a réussi à accélérer, et surtout, il a super bien servi. Arnaldi qui s'est un petit peu embourbé, sur le deuxième et sur le troisième set, il s'est un petit peu entêté dans ses rallyes, et puis il y a eu un petit peu plus de fautes, un peu plus de précipitation. Il n'a pas tenu la cadence que Zverev lui a imposée. En tout cas, bravo Zverev. Et pour moi, un seul top, parce qu'il y en a certains que je mets plutôt dans les flops, qui s'appelle Cristian Garin. Chez lui, bon, il a disparu de la surface, c'était un joueur qui était quand même dans le top 20. Et il est un peu sur les challengers, après de temps en temps il revient, on le voit sur des tournois ATP, il joue les qualifs, parfois il se qualifie, parfois il se qualifie pas, bon on sait pas trop, où est-ce qu'il est Cristian Garin, mais il a battu Fikovic dans un match de dingue, de terre battue, chez lui, et il est allé chercher ce match, et je suis content de le revoir gagner des matchs comme ça, parce que c'est un super joueur. Fikovic qui lui sortait des qualifs, bon visiblement il était armé, cadencé, préparé. Et Garin, qui allait chercher les 2 autres sets.
il a joué, il est allé chercher les points, il est allé chercher le public, et le public s'est envolé quand il gagne. Bon, Vikovic, qui perd 2 fois les 2 sets de la même façon, hein, c'est à chaque fois pour revenir à 5 partout. Il craque un petit peu, mais Garin qui a profité voilà, de la tension à Santiago, les Chiliens, on adore ces ambiances, et il est allé chercher ce match. Donc félicitations à Cristian Garin, je suis content de le revoir jouer comme cela. On va passer maintenant au flop, aux petites cuissons, du beurre, de l'huile d'olive. Là, on va cuisiner 2-3 mecs, parce qu'il y a des choses à dire, malheureusement. Et on va commencer, comme tout à l'heure, par Dubaï, et on va commencer par... Vous y attendez, Arthur Fils. Arthur Fils qui s'est fait laver les fesses par Nuno Borges. Et je ne sais toujours pas, quelques heures après ce match, ce qu'a voulu nous proposer Arthur Fils. Les statistiques sont catastrophiques, voilà, vraiment cataclysmiques. C'est-à-dire qu'il prend 6-2, 6-1. Donc, bon, déjà rien que le score, c'est terrible. 59% de points au premier service, 32 au deuxième service, incapable de convertir une seule balle de break. Les statistiques sont complètement accablantes. 2 aces pour 3 doubles fautes, c'est épouvantable. Et je ne sais pas ce qu'il a voulu nous proposer. Mais 3 jeux dans le match. Et Arthur Fils, là, il a joué top 100, top 150. Il avait l'air lourd en déplacement, incapable de se déplacer, d'être juste sur la balle. Des accélérations 3 fois sur 4 dans le filet ou dehors. Aucune capacité de varier. Je ne sais pas ce que Arthur Fils a voulu faire. Je ne sais pas. Donc là, on arrive à un moment donné où on parle d'un mec qui a la capacité d'être dans le top 20 quand il joue comme à Tokyo. Et comment... Enfin, on a le droit... Enfin, c'est un peu la même remarque, parce que c'est toujours toute proportion gardée. On a le droit de perdre, comme je dis avec le Big 3, là, le Big 3 actuel. Et pas comme ça. C'est-à-dire que tu t'appelles Arthur Fils, tu joues Nuno Borges. Nuno Borges, lui, il en a rien eu à cirer. C'est toujours la même chose. À un moment donné, il y a les mecs qui mentalement se la collent, et on le voit, ça se voit sur le terrain. On les voit, les mecs qui ne veulent pas perdre un seul match. Quand ils rentrent sur un cours, c'est jamais pour perdre. On peut être moins bien, ça peut arriver des trucs, mais Arthur Fils, et pourtant le pire dans cette affaire-là, c'est que il se serrait le poing, il essayait de s'encourager, de se machiner à chaque fois qu'il remportait un point. Mais Nuno Borges, objectivement, bah il fait du Borges quoi. Il renvoie, il contre bien, il sert bien, il a bien retourné les premières d'Arthur, mais Arthur il servait fort, pas très bien placé, donc bon bah Borges avait juste être sur la balle et à renvoyer. Et il n'arrivait pas à construire un point. C'était dramatique à voir. Donc Borges, oui, fait un bon match, mais je ne sais pas ce qu'a voulu proposer Fils. Je ne sais pas. Donc oui, je suis déçu. Oui, je suis atterré de voir qu'il prend 6-2, 6-1 sur dur contre Borges. Borges qui est plus un joueur de terre battue, mais qu'on a vu maintenant, il joue très très bien sur dur. Parce que c'est des mecs qui bossent, mais qu'est-ce que Arthur Fils fait? Oui, t'as gagné Tokyo, mais qu'est-ce que tu fais d'autre? C'est pas parce qu'on gagne un tournoi que ça y est, un 500, très bien, magnifique. Il y a plein de joueurs qui gagneront jamais de 500 de leur vie, mais encore heureux, tu t'appelles Arthur Fils, t'as des qualités athlétiques qui sont géniales. Tu peux avoir tous les coups du tennis, mais je sais pas, il me paraissait gros, empoté, pas d'appui, jamais sur la balle, a du mal à se déplacer. Donc de l'autre côté, vous avez un Borges qui physiquement est moins impressionnant, mais par contre il cavale, et il joue juste. Et puis il va chercher les points. Moi, Borges, cette année, je le trouve moins impactant que l'année dernière, pour vous dire. Et il a mis 2 et 1 à Fils. Mais voilà, c'est des mecs qu'il faut sortir. Ça, c'est des mecs qu'il faut sortir. Quand ils rentrent sur un cours de tennis, Borges, c'est pas pour perdre. Il peut faire des matchs catastrophiques, hein. Ça peut arriver à tout le monde, encore une fois. Donc ces mecs-là, faut les taper. Et je sais pas ce que Fils a cru en rentrant sur le cours hier, je ne sais pas. Il a cru que la victoire allait arriver comme ça, en claquant des doigts. Donc, incompréhensible performance d'Arthur Fils. J'ai été un petit peu long sur son cas, parce que pour moi, c'est gravissime de mettre 3 jeux dans le match contre Borges sur dur, quelles que soient les conditions de jeu. Et là, c'est pareil pour mon deuxième flop, qui s'appelle Alex de Minaur, parce que le niveau de jeu de Minaur hier était vraiment pas bon. Hein. Cilic, il n'y a pas à dire,
il revient fort, et on le savait, le mec il est revenu sur le circuit, c'est pas pour enfiler des perles. Son match contre Alcaraz, il a fait le match qu'il a pu. Franchement, de Minaur hier, il a fait des cadeaux. Il a fait des cadeaux, surtout dans le 3e set. Premier set, bon, se remettre en jambes, tout ça, les conditions sont pas pareilles. Tu joues Cilic, qui joue très bien un très bon premier set, ok. De Minaur revient dans le 2e, ça y est, il a breaké, on se dit, ça y est, il va dérouler, machin. Il a des balles de break, il ne les convertit pas, et il fait un jeu horrible pour donner son jeu de service à Cilic. Et après, Cilic, quand même, vainqueur de Grand Chelem, finaliste en Grand Chelem. Voilà, il y a quand même des performances sous la semelle pour notre cher Marine. Donc, s'il est revenu, c'est pour jouer au tennis, et il a fait du Cilic. Après, il a réussi à conclure. Et c'est pas toujours facile pour Cilic de conclure, mais de Minaur peut basourder son match hier, qui a vraiment fait une performance moyenne. Et c'est des matchs qu'il ne doit pas perdre comme ça contre Cilic. C'est pas possible, quoi. Oui, Cilic fait un bon match, mais trop de fautes directes. Trop de fautes directes. Il réussissait quand même, Cilic, à ne pas faire la faute, et c'est de Minaur qui faisait la faute dans le jeu. Alors que Cilic, bon bah on verrouille côté revers, on fait du slice côté revers, et on va l'attaquer. Et de Minaur qui s'embourbait et qui faisait des fautes, qui jouait des balles courtes. Bon, affaire à suivre encore une fois, il n'y a rien de dramatique, mais c'est des défaites qui sont largement évitables. Qui perd contre Roublev dans le match contre lequel il a joué, rien à dire. Andrei Roublev fait un gros match, de Minaur fait un gros match, ok. Là, c'est eu des cadeaux de la part de Minaur, qui ne sont pas normales pour un joueur de son niveau. Voilà, peut-être que le fait d'enchaîner, finale à Rotterdam, demi-finale à Doha, il arrive sur un premier tour peut-être un petit peu rincé physiquement. Mais bon, Marin Cilic quand même, qui est sur la fin de sa carrière, perte comme ça, c'est un peu triste. Donc flop pour moi pour de Minaur. Et à Santiago, 2 flops pour moi, que sont Nicolas Jarry et Corentin Moutet. Nicolas Jarry parce qu'il ne s'en sort pas, il gagne des matchs contre Juan Manuel Cerundolo, des matchs à rallonge, il perd des matchs au tie-break du 3e set contre Comesana, et là contre Hugo Carabelli qui ne fait que jouer depuis un mois, le mec il n'en peut plus, et Jarry il est chez lui et il perd chez lui au tie-break du 3e. La dernière fois que Jarry et Carabelli s'étaient joués, Jarry lui avait mis 1 et 2. Donc partant de ça, on se dit bon, Jarry, il est chez lui, Carabelli il va être complètement cramé, même si c'est des mecs qui peuvent jouer 72 heures, il va quand même, on sait que Carabelli, même s'il est cramé, il va pouvoir trouver des ressources pour embêter et titiller Jarry, mais bon, Jarry chez lui, terre battue, Chili, conditions, il fait sec, il fait bon, ça devrait bien se passer. La terre battue, vous l'avez remarqué, à Santiago, elle est plus rapide, on est un peu en altitude, mais eh ben, il perd en 3-7. Perd en 3-7 et perd au tie-break du 3e encore une fois. Donc il y a Jarry qui mentalement ne s'en sort pas, il n'a pas de match référence cette année. Comme je l'ai dit précédemment, à part un sursaut dans un Masters 1000, peut-être il va défendre ses points à Rome, en altitude à Madrid il va peut-être faire un bon résultat. Plus cette année ça va être compliqué pour Jarry. Et flop pour Corentin parce que même si Dzumhur il est dans une bonne forme, qu'il a battu Lajovic, qui bon Lajovic sur la fin de sa carrière, Corentin Moutet qui s'embourbe. Alors contre Etcheverry à Rio, c'est Etcheverry malgré tout, et là Damir Dzumhur, on se dit bon bah il y a un shot pour Corentin, parce que Dzumhur, ok c'est Dzumhur, il renvoie bien, bon, il renvoie bien la balle, il court un peu partout, c'est pas un grand attaquant, il a un bon service, mais c'est pas non plus. Et Corentin, il va lui faire. Dzumhur dans la tronche, ça pète des câbles qu'on n'en peut plus. On sait très bien que Dzumhur, sur le circuit, mentalement, c'est pas non plus une dinguerie. Il est capable d'un petit peu du meilleur comme du pire, même si, bon, il a l'air de, là, sur ses tournois sur terre battue, de se canaliser, de se concentrer. Pour moi, Corentin, il doit sortir. Dzumhur, prendre 6-2 dans le 3e. Non. Il doit lui faire, là, les petites mains, lui faire péter les plombs, jouer son jeu, parce que Corentin, il est aussi tout à fait capable de tenir la balle du fond de cours contre un Dzumhur qui n'est pas un cogneur. Donc, je suis un petit peu déçu de la perf de Corentin. Je suis un petit peu déçu, voilà. Je trouve pas que c'est une bonne préparation sur terre battue, qui est sa surface. Il est meilleur sur terre battue que sur toutes les autres surfaces. Et donc, je trouve ça dommage qu'il ne fasse pas de performance contre Damir Dzumhur. Ça annonce pas forcément de grandes choses pour Roland cette année. Ça ne veut rien dire, on n'est que en Amérique du Sud. 3 Masters 1000 sur terre battue ne se sont pas joués.
Il y a encore plein de choses à se préparer. Il y a les tournois sur la terre battue européenne, les 250 à Lyon, etc. Bon, ok. J'espère qu'on va avoir de meilleurs résultats. Parce qu'il a des points à défendre, hein, Roland. Il a des points à défendre et il faut aller chercher des points. C'est pas rassurant. Donc voilà les amis pour les tops et les flops de cette première journée. Et les premiers tours sur les 3 tournois. Bon, encore beaucoup de matchs à suivre aujourd'hui. Écoutez, on se donne rendez-vous donc demain pour les tops et les flops des deuxièmes tours dans les tournois de Dubaï, d'Acapulco et de Santiago. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces et à partager cette vidéo si les analyses vous plaisent pour donner de la force à cette chaîne qui grandit petit à petit. Donc voilà, merci beaucoup et puis on se dit à demain pour les tops et les flops. Je sais tes matchs et à demain les amis.